Traduis ça, génie, lança-t-il, sûr de son coup. Mais ce qu'elle répondit fit trembler toute la salle. Chaque matin, Lina quitte son petit appartement de banlieue avec ses écouteurs vissés sur les oreilles, écoutant des podcasts en russe, en japonais, parfois en swahili, juste pour le plaisir. Elle entre dans cette tour de verre où chaque étage sent la compétition, le pouvoir, l'indifférence. Dans l'ascenseur, personne ne lui parle. Elle est la fille de la traduction, celle qui corrige les fautes de grammaire mais dont on oublie toujours le prénom. Pourtant, ce que personne ne voit, c'est que Lina est un génie discret. Polyglotte depuis l'adolescence, elle a appris les langues comme d'autres respirent. Enfant d'un père algérien et d'une mère cambodgienne, elle a grandi dans un mélange de sons, de culture, de silence aussi. Elle a appris à lire entre les lignes, parce qu'on ne lui en laissait jamais. Malgré ses diplômes, langues orientales, H-option commerce international, Lina a atterri là, traductrice dans un bureau sans fenêtre, reléguée derrière les présentations PowerPoint et les slogans marketing. Elle rêve plus haut, intégrer l'équipe de négociation internationale, celle qui voyage, qui signe les contrats, qui influence. Mais autour d'elle, des regards moqueurs. Tu n'as pas assez de charisme, tu es trop douce. Douce peut-être, mais invisible certainement plus pour longtemps. Un matin d'automne, le groupe accueille une délégation japonaise. C'est une rencontre stratégique, un projet de fusion entre deux géants de la tech. Le traducteur senior attitré est malade, panique dans les couloirs. La secrétaire du PDG entre dans le bureau de Lina. « Il faut que tu montes au 37e, maintenant. » Lina monte, les jambes lourdes. Elle n'a jamais mis les pieds dans la salle Jupiter, la salle des grands, des puissants. Elle entre. Silence. D'un côté, les Japonais, impeccables, calmes. De l'autre, les cadres français, tendus, en costume. Et au centre, Jean Delcourt, PDG du groupe. Froid, agressif, charismatique et cynique, il la fixe. « Tu es traductrice ?» Oui. En japonais aussi? Oui, j'ai validé le PTN1 et travaillé 6 mois à Kyoto. Parfait. On va voir si tu sers à quelque chose. Puis il se tourne vers l'interlocuteur japonais. Et d'une voix lente, théâtrale, il prononce une phrase piégée, complexe, à la limite de la provocation culturelle. Moshi sonna ni kashikoi nara kore o waku shite mite. Si tu es si intelligente, alors traduis ça. La phrase est dite dans un dialecte rare, avec une référence culturelle subtile à une pratique commerciale ancienne au Japon, volontairement formulée pour la mettre en difficulté. La salle entière retient son souffle. Lina reste un instant silencieuse. Elle ferme les yeux. Elle revoit son séjour au Japon, les temples, les réunions où personne ne disait jamais tout. Elle comprend ce que veut vraiment dire cette phrase. C'est une provocation, mais aussi un test de respect, une manière d'observer si elle connaît les codes cachés. Elle rouvre les yeux, se redresse et traduit non seulement avec précision, mais avec contexte, ajoutant « L'expression fait référence au rituel de confiance Nettei dans les cercles commerciaux de Kyoto. Elle implique une reconnaissance implicite de supériorité. Voici la formulation adaptée à nos termes contractuels. » Les Japonais hochent la tête, impressionnés. Delcourt se fige. Il ne s'attendait pas à ça. Un cadre français murmure. Elle vient de lui répondre en pleine figure et avec élégance. Lina baisse les yeux, humble, mais elle vient de franchir un seuil invisible. Elle n'est plus traductrice, elle est actrice de la négociation. Le PDG, lui, vient de déclencher sa propre chute. La réunion est finie. Les Japonais sortent en silence, saluant Lina avec une inclinaison du menton, un honneur rare. Delcourt, lui, ne dit rien. Il fixe son téléphone, l'air distrait. Mais ses mâchoires sont serrées. Lina retourne à son bureau. Elle ne sait pas si elle a bien fait. Elle n'a pas été appelée à traduire. Elle a interprété. Elle a osé expliquer un sous-texte. Pire, elle a corrigé un piège linguistique lancé par son propre PDG. Le lendemain matin, elle reçoit une convocation. Salle B24. Direction générale. Elle entre. 3 cadres sont là neutres. Un d'eux lit un document sans la regarder. Ce que vous avez fait hier était intéressant, mais risqué, très risqué. Vous avez pris des libertés. J'ai clarifié une phrase floue, sinon cela aurait créé un malentendu culturel. Un silence gênant suit. Un autre cadre ajoute plus froidement, « Ce n'est pas votre rôle d'interpréter les intentions. Vous êtes là pour traduire. » Elle comprend.
Ils veulent l'effacer. Ils veulent qu'elle reste à sa place. Mais le soir même, un mail privé tombe. Émetteur. Monsieur Kenji Nakamura, directeur régional Japon. Votre compréhension a été exceptionnelle. Ma délégation ne souhaite désormais négocier qu'en votre présence. Vous incarnez une passerelle rare entre nos deux cultures. Merci. Elle lit ces lignes plusieurs fois. Elle ne rêve pas. Son cœur bat fort. Elle pourrait ignorer le mail, reprendre sa routine. Mais une voix intérieure, plus ancienne, plus forte, murmure « N'attends pas qu'on te donne ta place. Prends-la. » Le lundi suivant, Lina monte directement au 37e étage. Elle demande un rendez-vous avec Delcourt. Il la reçoit curieux, presque amusé. Elle s'assied, droite, les yeux ancrés dans les siens. « Je veux intégrer l'équipe de négociation internationale, pas comme assistante, comme membre active. » Il rit, longtemps, un rire sec, métallique. « Tu veux jouer dans la cour des adultes? Très bien, tu seras traductrice pour la prochaine négociation, en direct, 3 langues, pas de notes, pas de filet, une erreur, et c'est fini. » Il se lève. « Tu veux de la lumière? Tiens, on verra si tu la supportes. » Tout est piégé. Le contrat japonais est une machine de guerre juridique. Mélange de japonais d'affaires, dialecte de la région d'Osaka, référence à des traités fiscaux anciens. Lina comprend vite. Ce n'est pas un test, c'est un piège. Elle n'a que 10 jours. Elle plonge dans ses dictionnaires, ses notes de terrain, ses souvenirs. Elle contacte un ancien professeur japonais devenu moine dans les Alpes. Elle dort 3 heures par nuit, elle boit du café noir et s'enregistre en train de traduire pour corriger ses intonations. Son corps fatigue, mais son esprit s'éclaire. Elle comprend. Ce n'est pas une simple traduction qu'on lui demande, c'est une épreuve de résistance, d'identité, de vérité. Le jour J arrive. Tokyo. Costume noir, chemise blanche, cheveux tirés en chignon. Elle pénètre dans une salle de réunion suspendue dans une tour de verre surplombant Shinjuku. La tension est palpable. Les représentants japonais sont calmes, mais attentifs. Delcourt est là, sûr de lui, appuyé sur le dossier de sa chaise. Et là, le piège arrive. Un double sens, lancé avec un sourire poli par le négociateur japonais. Un terme rare, utilisé dans les années 60, qui pouvait signifier à la fois proposition optionnelle ou clause de renonciation silencieuse, selon l'intonation. Lina ne bronche pas. Elle ferme les yeux un instant, puis parle. Elle traduit exactement, puis ajoute avec finesse. Et pour respecter l'esprit de cette clause, j'aimerais proposer une version qui intègre le respect du concept de wa, l'harmonie fondamentale ici. Elle modifie la clause, juste assez pour l'adapter, pas assez pour la trahir. Les Japonais échangent un regard, puis hochent la tête lentement. Un murmure, un mot, subarashi. Delcourt, lui, reste muet. Son piège s'est retourné contre lui. Une semaine après la signature, Lina rentre à Paris. Elle n'a pas dormi dans l'avion. Pas par stress, par lucidité. Quelque chose a changé, mais elle sent que le monde autour d'elle n'a pas changé avec elle. Au bureau, les visages sont figés. Les bonjours sont mécaniques. Aucun sourire, aucune félicitation. Elle n'est pas applaudie. Elle est regardée comme une anomalie. Et Delcourt, invisible. Souriant dans la presse, silencieux dans les couloirs. Puis un soir, alors qu'elle récupère un dossier oublié dans un étage désert, une femme l'interpelle. « C'était brillant ce que tu as à Tokyo. » Lina se retourne. Une silhouette élégante, droite. Claire Lemoine, ancienne directrice projet Asie, rétrogradée 2 ans plus tôt sans raison officielle. « Tu m'impressionnes. Tu me rappelles la version de moi d'avant, celle qu'on a éteinte. Mais je ne t'ai pas appelé pour flatter ton ego. Je veux que tu te protèges. » Elle sort une petite clé USB de son manteau. « Il faut que tu vois ça. » Chez elle, Lina branche la clé. Fichiers cryptés, anciens échanges internes, rapports confidentiels. Ce qu'elle lit la fait frissonner. Delcourt a manipulé les clauses de fusion. Il a volontairement glissé des ambiguïtés linguistiques dans les précédentes versions du contrat pour provoquer des ruptures d'accord. Pourquoi? Pour racheter en douce la technologie japonaise à bas prix via une société écran. Lina comprend. Son intervention n'a pas juste fait échouer un plan, elle l'a exposé au grand jour. Et maintenant il veut l'éteindre, comme Claire. 2 jours plus tard, une notification s'affiche sur l'écran de Lina. Accès refusé, badge invalide. Elle essaie d'accéder au serveur linguistique.
Erreur. Elle compose le numéro de la direction. Absent. Tous. D'un coup. 1 heure après, un courrier recommandé lui est remis à l'accueil. Mise à pied conservatoire. Enquête interne pour faute grave. Elle tombe des nues. Le motif? Prise d'initiative non autorisée ayant potentiellement compromis des négociations sensibles. Elle comprend immédiatement, c'est une exécution en douceur. Mais cette fois, elle ne pleure pas. Elle prend le train pour aller voir son père, retraité, ouvrier dans le bâtiment. Il l'accueille sans un mot. Lui sert un thé brûlant. Puis il parle. Je t'ai toujours vu comme une traductrice. Pas de langue, de monde. Et quand on fait des ponts, certains veulent qu'on les brûle. Continue. Ces mots l'allument de l'intérieur. Le lendemain, elle prend son téléphone. Elle appelle Kenji Nakamura, le directeur japonais. Elle lui raconte tout. Elle envoie les documents, les fichiers, les preuves. Silence à l'autre bout. Puis une voix grave, digne. Je vous croyais brillante. Je vous découvre courageuse. On ne laissera pas passer ça. Le soir même, elle reçoit un message d'un journaliste économique indépendant. J'ai reçu des documents très sensibles venant du Japon. Vous êtes prête à parler? Le feu est lancé, mais ce n'est plus un incendie destructeur. C'est un brasier qui éclaire. Tribunal de commerce de Paris, salle 305, 9h12. Les murs sont d'un blanc fade. La lumière est dure. Mais au milieu des bancs alignés, une silhouette se détache. Lina. Costume bleu nuit, carnet noir sur les genoux, regard droit. À sa gauche, 2 avocats japonais. À sa droite, Claire Lemoine, revenu du silence. En face, Jean Delcourt, entouré de ses juristes. Impeccable, mais l'arrogance fissurée. Le juge l'appelle à la barre. On lui demande de témoigner. Cette fois, ce n'est pas un document à traduire. C'est sa propre voix qu'elle doit porter. Elle respire et parle, lentement. Elle raconte la vérité invisible derrière la fusion, les manipulations, les phrases ambiguës, les clauses glissées pour faire échouer volontairement les accords. Mais surtout, elle expose comment le langage a été utilisé comme une arme d'exploitation et comment elle, par sa connaissance des mots et du silence, a déjoué ce jeu dangereux. Elle déroule les preuves. Elle décrit ce que peu comprennent. Comment une seule intonation en japonais peut changer un contrat. Comment l'effacement volontaire de certaines traductions permet de dissimuler des milliards. Un murmure parcourt la salle. Le juge hoche la tête, puis s'adresse à Delcourt. « Monsieur, avez-vous une réponse ?» Le PDG tente un mot. Sa voix se casse. Il se racle la gorge. Se tait. Il est réduit au silence. 3 mois plus tard, Lina marche dans les couloirs lumineux du siège de l'UNESCO à Paris. Elle travaille désormais sur un programme de protection des langues rares en lien avec l'échange interculturel. Elle n'a pas gagné dans le sens classique du terme. Elle n'a pas été portée en triomphe. Mais elle a fait tomber un système de domination silencieuse. Et surtout, elle a inspiré. Dans les écoles de traduction, on parle désormais de la clause Lina, un exemple d'intégrité linguistique. Lors d'une conférence, une étudiante prend la parole. « Est-ce que vous avez eu peur de parler ?» Lina répond avec ce demi-sourire qui n'appartient qu'aux survivantes. « Bien sûr. Mais j'ai appris une chose, ce n'est pas la peur qui empêche de parler, c'est le silence des autres. Alors j'ai décidé d'être bruyante, mais juste. Le langage est un pouvoir. Ceux qui le maîtrisent en silence peuvent faire tomber les plus bruyants. Et parfois, ce que tu traduis n'est pas une phrase, c'est une vérité que le monde refuse d'entendre.